Chers amis, bienvenue encore à la poursuite de notre cours de neurophysiologie et aujourd'hui nous allons devoir aborder le chapitre sur la physiologie du système limbique au cours duquel nous aurons à traiter les émotions, le comportement et la motivation. Nous sommes toujours au troisième module consacré à l'étude des centres nerveux. Je vous souhaite une bonne visualisation. Alors, au cours de notre présentation, nous aurons commencé par présenter le plan du cours, donc le plan de l'exposé en général. Nous allons d'abord commencer par présenter le système limbique. Ensuite, nous parlerons des émotions. Ensuite, nous parlerons du comportement. Et enfin, nous allons boucler cette présentation par l'étude de la physiologie de la motivation. Alors, nous allons débuter par présenter le système limbique. Au fait, le système limbique regroupe un ensemble de structures encéphaliques qui comprennent pratiquement 4 catégories de structures. Donc, c'est pratiquement un ensemble de composantes corticales et sous-corticales qui sont regroupés en 4 groupes, donc en 4 structures, à savoir des structures archicorticales, des structures paléocorticales, des structures juxtacorticales et des structures subcorticales. Donc, vous comprenez que finalement, le système limbique comprend pratiquement beaucoup de structures et le fait que ce regroupement puisse s'établir selon 4 modalités fait en sorte que l'on puisse tenir compte de leur fonction physiologique, c'est-à-dire on s'est basé exactement sur la façon dont ces structures agissent entre elles, sur la façon dont ces structures sont en connexion ou en communication entre elles pour l'accomplissement d'une fonction physiologique caractéristique propre au système limbique. Alors, en ce qui concerne les structures archicorticales, nous avons l'hippocampe et son gyrus dentellé. Normalement, l'hippocampe comprend pratiquement donc un crochet, un uncus qui est fixé au niveau du lobe temporal et les cornes d'amont au sein desquelles s'élabore le phénomène de potentialisation de la mémoire, le subiculum et son gyrus dentellé. Alors, il y a ensuite des structures paléocorticales. Les structures paléocorticales regroupent pratiquement les cortex piriformes, le lobe olfactif et les tubercules olfactifs. Donc, si vous vous rappelez bien, ce sont pratiquement des structures corticales qui regroupent pratiquement les structures qui constituent les trajets des voies olfactives en quelque sorte. Et ici, au niveau du lobe olfactif, c'est justement à ce niveau que se déroule l'interprétation des sensations olfactives. Ensuite, nous avons des structures juxtacorticales et parmi ces structures, nous avons le cingulum ou le gyrus singulaire qui est pratiquement localisé en dessous du cortex somesthésique et du cortex moteur primaire et au-dessus pratiquement du corps calé. Donc, c'est un gyrus très important. Nous aurons à pouvoir en parler par la suite. Et puis, nous avons le cortex orbito-insulino-temporal. Pratiquement, c'est un regroupement des parties du cortex cérébral qui reçoivent les voies visuelles avant le lobe occipital en passant par le lobe temporal et qui sont en connexion avec les autres éléments du cortex limbique, donc du système limbique en quelque sorte. Et puis nous avons des substances subcorticales et c'est ici où se localise la majorité des éléments de structure des éléments du système limbique qui interviennent effectivement dans la plus grande partie des rôles qui sont alloués au système limbique. Et
Et au sein de ces substances, de ces structures subcorticales, nous avons pratiquement l'hypothalamus, le noyau antérieur du thalamus pratiquement. Vous vous rappelez que c'est au niveau de ce noyau antérieur du thalamus que se localise le centre de contrôle parasympathique. Vous avez l'hypothalamus avec... non, vous vous rappelez qu'au niveau du noyau antérieur du thalamus, le noyau antérieur du thalamus reçoit pratiquement les afférences qui doivent aller au sein des cortex somesthésiques et cortex moteur. C'est ça le rôle du noyau antérieur du thalamus. Ensuite, vous avez des structures hypothalamiques, vous avez l'amygdale et vous avez l'aire para-olfactive. Au fait, il y a certains auteurs qui considèrent pratiquement que le système limbique est constitué est constitué en majeure partie des constituants majeurs du système limbique si on tient compte de son rôle physiologique. La plupart d'auteurs considèrent que ce sont ces structures que j'ai surlignées en rouge qui constituent pratiquement la majeure partie du rôle qui est alloué physiologiquement au système limbique, c'est-à-dire l'hippocampe, les noyaux antérieurs du thalamus, l'hypothalamus et les amygdales. Donc vous allez constater que si vous lisez dans certains bouquins ou dans certaines publications, vous allez constater qu'on vous parlera pratiquement de ces 4 structures comme composantes du système limbique. Mais néanmoins, il y a une classification plus détaillée, celle que je viens de vous donner ici. C'est la classification qui est pratiquement exhaustive de toutes les structures qui sont localisées au sein du système limbique. Mais néanmoins, il faut retenir que l'hippocampe, le noyau antérieur du thalamus, l'hypothalamus et les amygdales sont considérés comme les constituants majeurs physiologiques de ce système limbique. Alors, nous allons devoir continuer. J'ai tenté un peu de dessiner quelque chose pour vous permettre de bien comprendre ce dont il s'agit. Alors ici, j'ai tenté un peu de pouvoir représenter le système limbique. Vous voyez que ce sont pratiquement un ensemble de structures sous-corticales. Vous voyez? Tout ça, ce sont des structures sous-corticales. Donc, vous avez le cortex qui est en haut, mais ici, vous avez des structures sous-corticales. Alors là, vous avez pratiquement le gyrus singulaire. Il est là. Il est là. Et puis, ici, vous avez le corps calleux. Donc, comme je vous l'ai dit, à quelque part à ce niveau, vous avez la scissure de Rolando. Ici, vous avez le lobule paracentral. Donc, là, vous avez le cortex somesthésique et là, vous avez le cortex moteur primaire. À l'intérieur, maintenant, vous avez le lobule paracentral. Ici, vous avez le cortex d'association frontale. Maintenant, en dessous, maintenant, vous avez le cortex singulaire qui est considéré comme une structure du cortex, donc une structure du système limbique. Et puis ici, vous avez les 4 constituants majeurs dont je vous ai parlé. Donc, le premier constituant majeur, c'est l'hippocampe. Il est là, il est localisé à ce niveau avec ses amygdales. Donc, hippocampe, amygdale, le thalamus, comme je vous ai dit, et l'hypothalamus. L'hypothalamus se retrouve pratiquement à ce niveau. Je ne l'ai pas bien montré parce que l'hypophyse est là. L'hypophyse est là dans sa selle thyroïdique, donc l'hypothalamus est là. Donc, 4 éléments majeurs. 4 éléments majeurs, il faut bel et bien noter, à savoir l'hippocampe, il est là. L'hippocampe est là. L'amygdale, il est là. L'hypothalamus et le thalamus. Donc, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 sont les 4 éléments majeurs. Thalamus, hypothalamus, amygdale et hippocampe. Néanmoins, il y a d'autres éléments constitutifs du système limbique, à savoir par exemple le fornix, le fornix qu'on appelle encore trigone,
et le gyrus singulaire et les autres éléments que nous avons de part et d'autre. Donc, vous allez constater que c'est pratiquement la représentation simplifiée du système limbique. Alors, il faut noter que chacune de ces composantes a un rôle tout à fait particulier, surtout lorsque je suis en train de faire référence à ces quatre constituants majeurs. Je commence d'abord par les amygdales à ce niveau. Ça, c'est un amygdale et ça, c'est l'autre amygdale. Ces amygdales sont considérées comme des centres de la colère, hein, des centres de la colère, mais aussi des centres de la peur, hein, les deux amygdales. Donc, vous allez voir que la stimulation de ces centres rend franchement les individus beaucoup plus nerveux. Et ceci a été constaté expérimentalement lorsqu'on stimulait cette région en travaillant avec des souris de laboratoire et on constatait que ces souris devenaient de plus en plus colériques et agressives. Donc, ces centres ont été considérés comme des centres de l'agressivité. Donc, l'agressivité, la colère, même la peur, c'est pratiquement au niveau de ces deux amygdales. Alors, il y a deux chercheurs, Clover et Bussy, qui ont pratiquement appliqué une ablation des deux amygdales, donc une ablation bilatérale des amygdales au niveau des souris des laboratoires. Alors, qu'est-ce que ces chercheurs ont constaté? Ils ont constaté que ces souris des laboratoires avaient perdu toute agressivité, avaient perdu toute agressivité et commençaient à pouvoir exprimer des comportements tout à fait particuliers. Alors, ils ont défini un syndrome qu'on appelle le syndrome de Clover-Bussy. Au niveau donc de ce syndrome de Clover-Bussy, il y avait des caractéristiques tout à fait particulières, comme par exemple l'hyperoralité. Donc, ces animaux des laboratoires avaient tendance à pouvoir porter tout à la bouche et même il a été constaté que chez certains individus qui ont présenté plus tard ce syndrome-là, avaient tendance à pouvoir porter tout au niveau de la bouche. Il y avait aussi, en quelque sorte, les individus étaient beaucoup plus relaxés, donc ils ne tombaient jamais en colère, mais aussi il y avait une hypersexualité. Les individus avaient une hypersexualité, des sensations sexuelles exagérées. Il y avait même certains individus qui se mettaient à pouvoir donc commencer à faire ce qu'on appelle en quelque sorte le fait de pouvoir, au fait je viens d'oublier le nom, donc, mais c'est comme si les individus devenaient attirés sexuellement par des animaux. Donc on a constaté qu'il y avait certains individus qui commençaient à pouvoir s'accoupler avec des chèvres et des vaches. Donc vous comprenez, donc il y avait pratiquement incapacité de pouvoir contrôler les sensations sexuelles qui devenaient de plus en plus exagérées. Le tout était dû à l'ablation bilatérale bon, en fait, on n'avait pas pratiqué l'ablation bilatérale au niveau des individus, non, c'est au niveau des souris des laboratoires qu'on a appliqué l'ablation bilatérale, mais néanmoins, il y a eu certains individus qui ont développé au décours des encéphalites ou alors des accidents vasculaires cérébraux, ce syndrome de Clover-Bussy. Et au niveau de ces syndromes de Clover-Bussy, qu'est-ce qui s'est passé? On a constaté que ces individus avaient déjà un comportement antisocial à ce qui concerne le déséquilibre de leur envie sexuelle en voulant s'accoupler avec des animaux. Donc, ça, c'est pratiquement une lésion qui est donc une symptomatologie qui est liée à une lésion bilatérale des amygdales. Alors, on a aussi constaté que certains animaux étaient apprivoisés juste lorsqu'on détruisait, donc même une simple destruction unilatérale de ces amygdales faisait en sorte que les animaux deviennent apprivoisés. Donc, pratiquement, vous allez voir des animaux comme les lions qui sont des natures dangereux
devenir pratiquement apprivoisable, justement parce qu'on a fait en sorte que on a détruit l'un des deux amygdales et ceci a fait que ces animaux puissent perdre leur agressivité naturelle. Donc, vous comprenez que ces amygdales sont pratiquement des centres d'agressivité, de la peur et lorsque ces amygdales sont stimulées, les individus deviennent de plus en plus agressifs et lorsque ces amygdales sont inhibées, les individus deviennent de plus en plus relaxés et la destruction bilatérale de ces amygdales ou l'ablation bilatérale de ces amygdales conduit pratiquement au syndrome de Kluver-Bucy. Alors, il y a aussi l'hippocampe. L'hippocampe intervient pratiquement dans la consolidation de la mémoire, c'est-à-dire la transformation de la mémoire à long terme, donc la transformation de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Donc, c'est grâce effectivement à l'hippocampe que ces phénomènes se passent. Nous aurons à en parler dans le chapitre suivant. Ensuite, nous avons pratiquement l'hypothalamus. L'hypothalamus avec son contrôle du système autonome avec ses noyaux antérieurs qui sont considérés comme le centre du système parasympathique et les noyaux postérieurs et latéraux qui sont considérés comme des centres du système orthosympathique. Vous voyez que ces deux noyaux stimulent pratiquement la production des catécholamines ou inhibent la production des catécholamines, lesquelles hormones sont pratiquement impliquées dans la physiologie du stress. Vous comprenez? Donc, c'est dans ce cas, dans ce modèle que l'hypothalamus intervient pratiquement dans le contrôle du stress. Mais aussi, vous allez vous rappeler que l'hypothalamus produit des facteurs de libération de plusieurs hormones hypophysaires. Et parmi ces facteurs, nous avons les gonadotrophin releasing hormones qui sont responsables des caractère sexuel secondaire, mais aussi responsable en quelque sorte de la libido. Donc, vous allez constater que c'est justement à travers cette fonction que l'hypothalamus intervient dans la physiologie des fonctions sexuelles. Ensuite, vous avez le thalamus, il est là, il est à ce niveau avec ses noyaux antérieurs, les noyaux antérieurs du thalamus qui reçoivent des afférences sensitives et motrices. Donc, en quelque sorte, le thalamus contribue à pouvoir connecter ce système limbique avec le cortex. Parce que le plus souvent, en cas de sentiment de colère ou de fuite, ou alors en cas d'agressivité, l'individu est en quelque sorte préparé à pouvoir agir et pour agir, la motricité doit intervenir. Et donc, il doit y avoir une connexion entre ce système limbique et les centres corticales supérieurs. Donc, vous allez voir que le thalamus continue à jouer son rôle de station relais. Il continue à jouer son rôle de station relais et ça, c'est très, très important. Donc, en quelque sorte, c'est ça le croquis synthétique du système limbique. Alors, à ce qui concerne les émotions, il faut signaler que le concept émotion englobe à la fois des sentiments, donc des sentiments subjectifs, mais aussi des sentiments objectifs ou alors des faits objectifs. Donc la réponse, des réponses physiques manifestes associées à ces sentiments. Comme par exemple lorsque l'individu est en colère, a la peur ou alors l'individu est heureux, il y a des réactions physiques qu'on associe à ce genre de sentiments. À savoir par exemple un individu qui est en colère peut pratiquement se défendre et décider de pouvoir se battre. Justement, ça c'est une réponse physique qui est associée au sentiment de la colère. Quand un individu a peur, ça c'est un sentiment qui peut entraîner en sorte que l'individu puisse vouloir fuir. Et
s'il faut pratiquement fuir, il faut, le fait de fuir constitue une manifestation, donc une réponse physique associée au sentiment de la peur. Et quand un individu est heureux, il peut rire. Et en riant, le fait de rire constitue aussi une réponse physique face au bonheur que ressent l'individu. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous allez voir que ces réactions physiques se déroulent pratiquement sous la contribution ou alors sous la direction ou alors sous l'apanage du système de contrôle moteur. Comme par exemple, lorsque quelqu'un est en colère et qu'il veut se battre, il doit pratiquement utiliser ses muscles pour se battre. Comme par exemple, quand quelqu'un a peur, il doit fuir et en fuyant, il doit utiliser ses muscles pour fuir. Et quand quelqu'un est heureux, il utilise aussi ses muscles pour rire, les muscles rhizodius. C'est la raison pour laquelle vous voyez combien c'est très important pour le système limbique de pouvoir être connecté par les cortex moteurs et même les cortex somesthésiques. Alors, nous avons maintenant, en ce qui concerne les réponses physiques manifestes, il y en a deux. Il y a deux modèles, à savoir d'abord le modèle comportementaux spécifique comme préparation à l'attaque ou à la défense lorsqu'un adversaire est en colère, ça je vous l'ai déjà dit. Et il y a un deuxième modèle, c'est l'expression émotionnelle observable. Par exemple, rire, pleurer ou rougir, comme je vous ai dit. Le rire est souvent associé au bonheur, le fait de pleurer souvent associé à la tristesse ou à la colère, ainsi de suite. Donc, c'est en quelque sorte de cette façon qu'on définit le contexte émotion. Donc, il est défini de façon subjective, mais aussi des conséquences liées à ces faits subjectifs qui se manifestent sous forme de réponses physiques associées à chaque groupe des sensations émotionnelles subjectives. Alors, en ce qui concerne les comportements, il faut signaler que les schémas comportementaux innés de base sont contrôlés au moins en partie par le système limbique et comprennent d'abord la survie individuelle, les comportements de survie individuelle, c'est-à-dire l'individu pratiquement a été programmé par la nature, bon, par Dieu évidemment, mais nous ne sommes pas en religion ici. On peut parler scientifiquement par la nature, l'individu a été, mais nous savons que c'est par Dieu, mais on dit que par la nature, l'individu a été programmé du fait qu'il est censé exécuter des actes qui vont faire en sorte qu'il puisse survivre. Donc, il y a des comportements qui ont lieu à pouvoir promouvoir la survie individuelle, à savoir l'attaque, la recherche de la nourriture. Donc, quand un individu est fâché, il doit attaquer la cause qui fait en sorte qu'il soit fâché, ou alors quand il est attaqué lui-même, il doit réagir en attaquant, ou alors l'individu doit rechercher la nourriture, par exemple, pour pouvoir survivre. Donc, ça, c'est la première justification du comportement humain, donc la survie individuelle. Mais la deuxième justification du comportement humain, c'est le fait de pouvoir favoriser la prolifération de son espèce. Donc, la perpétuation de l'espèce, et ceci justifie les comportements sociosexuels propices à l'accouplement. Alors, par la suite, nous allons montrer certains exemples. Au fait, chez les animaux d'expérimentation, la stimulation du système limbique a entraîné des comportements complexes et même bizarres. Et ça, je vous avais déjà parlé, comme par exemple l'ablation de l'amygdale. D'abord, pas l'ablation d'abord, mais la stimulation de l'amygdale faisait en sorte que les animaux deviennent de plus en plus colériques et même enragés. Tandis que l'inhibition des amygdales faisait en sorte que ces animaux deviennent facilement apprivoisables et ne tombaient pas pratiquement en colère, sentaient pratiquement le bien-être. Et lorsqu'on a fait une ablation bilatérale des deux amygdales au niveau des souris des laboratoires, on a réalisé ce qu'on appelle le syndrome de Kluver-Bucy. Ça, je vous avais déjà expliqué. Alors,
Les relations entre le système limbique et les régions corticales supérieures sont pratiquement très importantes. Et ici, vous allez constater, si j'essaie un peu de pouvoir donner un exemple, vous allez voir que l'hypothalamus contrôle la pression, donc l'élévation de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, justement à travers son système de contrôle sympathique, juste pour pouvoir permettre la perfusion adéquate des organes, comme par exemple les muscles, la perfusion sanguine des muscles, justement pour pouvoir les permettre de bien se préparer à l'attaque, par exemple. Donc, vous allez voir que la fréquence cardiaque sera pratiquement élevée. Le cœur va pomper plus de sang en périphérie et en pompant plus de sang en périphérie, ceci permettra une bonne perfusion des muscles. Et lorsque les muscles sont perfusés, justement, l'individu a suffisamment d'oxygène pouvant permettre ces muscles de pouvoir l'aider à agir lorsqu'il veut il veut lancer une attaque par rapport à un stress émotionnel ou par rapport à quelque chose d'émotionnel particulier qui s'est produit. Donc, vous allez voir, c'est ce que je suis en train de dire que l'hypothalamus régit des réponses internes involontaires en quelque sorte pour pouvoir élever la fréquence cardiaque. Franchement, l'hypothalamus, donc pas l'hypothalamus, mais nous n'avons pas besoin du contrôle volontaire. Nous ne savons même pas quand est-ce que notre fréquence cardiaque commence à pouvoir battre. Nous ressentons tout simplement que le cœur bat plus rapidement, mais nous-mêmes, si nous décidons de faire battre notre cœur plus rapidement, nous ne pouvons pas le faire. Au fait, l'hypothalamus règle ou assure la régulation de ces différents mécanismes homéostatiques. Et ceci aussi, ça peut entrer dans le cadre de pouvoir préparer une action appropriée pour accompagner un état émotionnel particulier. Plus besoin du contrôle conscient à ce niveau. Et l'état émotionnel particulier que j'ai donné à ce niveau, c'est que l'hypothalamus veut préparer pratiquement l'individu à l'attaque en élevant la hausse pratiquement la contractilité cardiaque et donc la fréquence cardiaque et la pression sanguine. Donc, c'est ça. Et à ce niveau, il n'y a pas de connexion entre le système limbique entre le système limbique et les centres corticaux à ce niveau parce que ces mécanismes, plus particulièrement ces mécanismes homéostatiques, n'ont pas franchement besoin du contrôle conscient. Voilà pourquoi le tout s'est fait juste au niveau subcortical. Mais alors, il y a maintenant des situations où il doit y avoir connexion avec le cortex pour pouvoir permettre la modulation ou une réponse adéquate face aux émotions qu'on est en train de ressentir. Et ici, les connexions du système limbique avec le cortex supérieur lui permettent de pouvoir entrer en relation avec le monde extérieur et ceci favorise le fait de pouvoir exprimer des comportements adéquats. Des comportements adéquats, c'est-à-dire c'est la même situation où l'individu, quand il éprouve une émotion tout à fait particulière, il doit agir face à cette émotion-là. Mais le fait d'agir face à cette émotion-là, il est obligé de pouvoir réfléchir pour qu'il puisse pratiquement exprimer une réponse adéquate face à l'émotion qu'il vient de ressentir. L'individu doit réfléchir. Et pour que l'individu puisse réfléchir, il doit utiliser son cortex d'association préfrontale. Vous voyez pourquoi c'est très important. Et pour qu'il puisse utiliser son cortex d'association préfrontale, il faut que son cortex soit connecté avec ces substances, ces structures subcorticales, en l'occurrence du système limbique, qui pratiquement interviennent dans la détection des émotions. Pour que les actes des individus
puisse être associé à des réponses favorables aux émotions qu'ils ont pratiquement expérimentées. Il faut qu'il y ait une connexion entre leur cortex et leur système limbique. Alors, c'est ce que je dis, le contrôle cortical de l'activité des muscles squelettiques pour pouvoir attaquer ou éviter. Et ça, c'est en fonction de l'expression des différentes émotions. Donc, je vais vous donner un exemple. Vous allez voir que vous pouvez être provoqué par un boxeur. Je donne un exemple, un boxeur ou un bodybuilder euh, qui est vraiment costaud, il peut venir vous provoquer, mais vous êtes en colère, mais là vous avez deux options. Option numéro un, soit carrément vous l'attaquez parce qu'il vous a mis en colère, soit carrément vous décidez de l'attaquer. Et option numéro 2, soit vous les laissez vous provoquer ou alors vous vous retirez tout simplement sans pouvoir vous battre. Vous voyez. Alors, c'est grâce à votre cortex que vous saurez prendre une décision adéquate. Vous devez d'abord réfléchir, est-ce que si vous attaquez cet individu, vous êtes capable de les battre? C'est ça la question que vous devez vous poser. Pour vous poser cette question-là, il faut utiliser votre cortex préfrontal. Il faut réfléchir, il faut raisonner. On réfléchit avec le cortex préfrontal, on programme le mouvement avec le cortex préfrontal. Donc, il faut que votre cortex préfrontal soit connecté avec le système limbique. Hein? C'est la même chose si par exemple vous êtes provoqué par un militaire qui a une Kalachnikov remplie pratiquement de balles. Hein. Est-ce que vous allez décider de pouvoir l'attaquer alors que vous n'avez rien? Vous n'avez même pas un petit couteau. Alors vous allez vous aventurer à pouvoir attaquer quelqu'un qui possède une arme à feu. Vous allez réfléchir, non? Hein, c'est grâce à votre système limbique que vous arrivez à réfléchir. Vous allez dire, non, 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 non. C'est vrai, je suis fâché, il me met en colère. Hein, il me met en colère, mais franchement, je ne peux pas, je ne peux pas franchement l'attaquer parce que si je l'attaque, je ne gagnerai jamais. Il a une arme à feu. Comme il a une arme à feu, facilement, je ne peux pas, facilement, il peut me tuer. Alors, je me résigne, je m'éloigne tout simplement pour éviter des problèmes. Il en est de même, par exemple, dans votre relation amoureuse, vous êtes avec votre copine, votre fiancé, ou si vous êtes marié avec votre femme. Il peut arriver que cette dernière, la femme, vous énerve. Alors vous allez réfléchir, est-ce que vous allez la gifler ou alors vous allez tout simplement vous taire et vous retirer? Hein? C'est ça la question que vous allez vous poser. Grâce à votre cortex préfrontal, le cortex vous dira que non, pratiquement, c'est vraiment un acte de faiblesse de pouvoir gifler une femme. En tout cas, un homme qui gifle une femme n'est pas carrément un homme. Alors, messieurs, apaisez-vous, retirez-vous tout simplement. C'est grâce au cortex frontal qui vous permet de réfléchir de la sorte. Parce que si vous voulez le gifler, le cortex frontal va, si vous voulez gifler la femme, le cortex frontal va envoyer des signaux au niveau du cortex moteur et le cortex moteur va envoyer le premier signal au niveau des ganglions de la base qui vont remettre le traitement du mouvement à initier au niveau du cortex prémoteur via le thalamus et le cortex va activer le faisceau cortico-spinal ou pyramidal et là c'est via le deuxième neurone qui quitte la corne antérieure de la moelle épinière vers les muscles squelettiques. Vous allez devoir étendre votre main gifler l'individu qui vous a provoqué. Alors, pour cela, il faut que c'est le cortex qui décide, le cortex frontal qui décide ce que tu dois faire, ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire face à des émotions, surtout des émotions qui ne sont pas agréables. Par exemple, maintenant, je vous donne un exemple concernant aussi la programmation de la souris de façon volontaire ou involontaire. D'abord, d'abord le sourire, excusez-moi, d'abord le sourire peut être programmé de façon
volontaire ou de façon involontaire. Je donne un exemple. On commence par la programmation du sourire de façon involontaire. Comment cela s'est fait? C'est que lorsque votre centre pratiquement, euh, lorsque votre amygdale est inhibée par une connexion tout à fait particulière, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez sentir de l'euphorie et vous allez sourire. Hein, vous allez sentir de l'euphorie, vous allez sourire et ça peut se faire de façon involontaire. Vous comprenez? Ça peut se faire de façon involontaire, mais néanmoins, hein, vous pouvez aussi décider vous-même de sourire de façon volontaire, comme lorsque, par exemple, vous voulez qu'on puisse vous prendre une photo. Alors là, la plupart d'individus préfèrent sourire lorsqu'ils veulent prendre une photo, lorsqu'ils veulent se prendre une photo, ou alors lorsque vous voulez exécuter ou alors tirer des selfies. Surtout pour les filles qui aiment tirer des selfies. Souvent, vous riez lorsque vous tirez des selfies. Alors, lorsque vous riez en tirant des selfies, ça ne veut pas dire que vous êtes contente. Non, les filles ne sont pas contentes quand elles rient là-bas. C'est tout simplement, elles veulent pratiquement apparaître belles. Donc, elles décident de pouvoir rire. Hein. Et là, elles utilisent leur cortex pour pouvoir rire. Et là, ça n'a rien à voir avec l'émotion. Donc, c'est pratiquement la mise en œuvre des muscles buccinateurs et ça fait en sorte que elle puisse rire. Donc, vous allez constater que euh, le système limbique entre pratiquement avec le cortex supérieur et l'effet qu'il soit en contact avec le cortex supérieur module et fait en sorte que nos comportements soient adaptés face aux différentes situations. Alors, au niveau maintenant cortico plus élevé, au niveau cortical plus au niveau cortico plus élevé, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est ce que je vous avais déjà dit. Au niveau cortico plus élevé, l'individu est tenté de pouvoir réfléchir face aux situations. Hein, face aux situations. Donc, précédemment, je vous ai parlé du niveau cortical inférieur. Le niveau cortical inférieur, c'est d'abord le cortex lui-même initie l'action, soit de façon volontaire, comme par exemple le sourire. On peut décider de soi-même de pouvoir sourire, comme lorsqu'on est en train de pouvoir passer une séance de photographie, ou alors carrément, on peut pratiquement sourire sous l'influence du système limbique sans pour autant qu'il y ait pratiquement besoin de pouvoir réfléchir. Donc, lorsqu'il y a une émotion qui va naître au sein du système limbique, une émotion agréable, pratiquement cette émotion vous fait sourire justement par contact avec le cortex moteur. Lorsque c'est en contact avec le cortex moteur, celui-ci va déclencher la contractilité des muscles risorius et là vous pouvez sourire. Ça c'est au niveau inférieur. Mais au niveau supérieur, au niveau cortical élevé, c'est à ce niveau qu'interviennent pratiquement les exemples que je vous ai parlé auparavant, lesquels exemples sont nécessaires à pouvoir réfléchir d'abord avant d'agir. Hein. Donc, il y a une émotion qui survient. Là, vous allez utiliser votre cortex frontal qui est connecté avec votre système limbique pour réfléchir comment vous devez agir. Si vous devez attaquer ou alors si vous devez vous résigner et fuir. Hein. Donc, c'est ça. Le renforcement, la modification sous pression des réponses comportementales des bases. Et ceci favorise la planification et la compréhension logique de la situation. Et ceci, c'est en utilisant pratiquement votre cortex frontal. Et c'est ce qui peut signifier la sagesse. Vous savez pourquoi on dit souvent que à certaines personnes que ces personnes-là ne réfléchissent pas avant d'agir.
Pour qu'une personne puisse réfléchir avant d'agir, il faut que son système limbique soit connecté avec son cortex d'association préfrontale. S'il n'y a pas de bonne connexion avec son cortex d'association préfrontale, l'individu aura du mal à pouvoir réfléchir. Alors là, on pense que les individus qui sont sages, ce sont des individus qui possèdent plusieurs connexions avec leur système limbique et donc, plusieurs connexions existent entre leur cortex préfrontal avec leur système limbique, ça c'est un, mais aussi ils ont plusieurs neurones avec beaucoup de synapses au sein de leur cortex frontal. Et c'est ce qui fait en sorte que ces individus puissent réfléchir. Parce qu'au fait, au décours de la genèse d'une émotion, il y a ce qu'on appelle le quick response, donc une réponse rapide qui naît au niveau des amygdales. Et cette réponse rapide qui naît au niveau des amygdales n'est pas vraiment une réponse, qui tient compte de la réflexion, parce que la réponse est encore au niveau inférieur. Hein. Vous allez voir que l'amygdale, normalement, je vous ai dit que c'est un centre de la colère, de l'agressivité, de la fatalité. Alors, lorsque l'amygdale est stimulée, l'individu a justement envie de pouvoir se battre. Vous comprenez? L'individu a vraiment envie de pouvoir lutter, de pouvoir attaquer. Mais pour que l'individu puisse décider d'attaquer ou pas, il faut qu'il puisse utiliser son cortex frontal, cortex d'association préfrontale qui doit être connecté par des fibres du système limbique avec des fibres du système limbique avec l'amygdale bien sûr. Et là maintenant c'est une réponse qui est lente. Elle est lente, elle est retardée, mais quand même elle est raffinée. Elle est lente, elle est retardée, mais quand même elle est raffinée. Elle est raffinée parce que c'est une réponse qui résulte de la réflexion de l'individu. Vous allez voir, c'est en utilisant cette notion que on dit que certaines personnes sont primaires tandis que d'autres sont secondaires. Des personnes primaires, ce sont pratiquement des personnes qui ne réfléchissent pas bien, qui agissent rapidement, qui utilisent ce quick response. Donc, des personnes qui sont sous contrôle de leur amygdale au lieu d'être contrôlées par leur cortex préfrontal. Vous comprenez? C'est ça la différence entre des personnes. Toutes les personnes ne réagissent pas aux émotions de la même façon. C'est ça le problème. Mais il a été noté il a été constaté que la plupart des femmes, quand on compare les hommes et les femmes, on a constaté que les hommes ont beaucoup de connexions avec le système limbique que les femmes. C'est la raison pour laquelle les femmes sont plus émotionnelles que rationnelles. Plus émotionnelles que rationnelles. Les femmes sont le plus souvent emportées par des émotions par rapport aux hommes. Les hommes aiment utiliser d'abord leur cortex frontal. Cela ne signifie pas que les femmes ne réfléchissent pas. Non, les femmes réfléchissent. Les femmes réfléchissent, mais le problème c'est que, en tout cas, les émotions chez les femmes l'emportent souvent sur le comportement, pas sur les comportements, mais sur la raison. Et vous allez voir que la plupart des fois, c'est la raison pour vous constaterez que les femmes sont souvent fidèles, par exemple en relation amoureuse, parce que les femmes, quand une femme aime et elle aime vraiment, elle est émotionnelle. Ce n'est pas comme l'homme. L'homme peut aimer, mais en aimant, il est encore en train de pouvoir réfléchir, de pouvoir utiliser son cortex frontal pour savoir s'il doit continuer à aimer ou pas. Donc, pratiquement, les femmes ont été très bien programmées par Dieu, mais nous, les hommes, je ne sais pas, nous sommes programmés comment. Et vous allez voir que les hommes sont plus compliqués que les femmes, parce que les femmes ont pratiquement un bagage émotionnel très, très favorable. Alors, nous allons continuer. Euh, Nous allons maintenant parler de la motivation comme dernier point. Et la motivation, c'est lorsque les comportements sont orientés vers un objectif précis. C'est justement la motivation. Donc, il y a un objectif précis et notre comportement est régulé par rapport à cet objectif que nous nous sommes fixés. C'est ça la motivation. Alors, vous allez voir que la tendance qui anime les individus, c'est de pouvoir renforcer des comportements gratifiants
et de pouvoir supprimer ou inhiber des comportements avec expérience désagréable. Et ça, c'est tout à fait particulier. Donc, c'est ce qu'on appelle effectivement la motivation. Donc, quand un individu sait qu'il va tirer un profit tout à fait particulier en réalisant un acte, l'individu fera pratiquement cet acte-là avec plus d'ardeur que s'il sait qu'il sera puni. S'il sait qu'il sera puni, il ne fera pas cet acte. Et là, c'est de cette façon-là que souvent on espère qu'en punissant un enfant, l'enfant ne pourra pratiquement pas reprendre les actes, les mauvais actes qu'il a fait avant d'être puni, donc des actes pour lesquels il a été puni. C'est justement à partir de ce principe du fait que l'individu a tendance à pouvoir renforcer des comportements gratifiants et de pouvoir inhiber ou supprimer des comportements qui sont liés à des expériences désagréables. Un enfant réussit à l'école, vous lui donnez des cadeaux, ou alors vous dites à un enfant qui, chaque fois que vous le rencontrerez en train d'étudier, vous lui donnerez un cadeau. Je vous assure que l'enfant se mettra toujours à étudier parce qu'il sait que lorsque vous allez venir et vous allez les rencontrer en train d'étudier, il recevra un cadeau. Hein, il recevra un cadeau. Donc l'enfant est motivé. Donc il sait que ça, c'est le fait d'étudier, c'est un comportement gratifiant. Il est motivé et il va étudier. Mais si vous dites à l'enfant que chaque fois que vous reveniez du travail, que vous ne le rencontrerez pas en train d'étudier, vous allez le frapper, l'enfant se mettra toujours à étudier parce qu'il sait que s'il n'étudie pas, ce comportement sera associé à une expérience désagréable. Donc, en quelque sorte, c'est ça la tendance par rapport à la motivation. Mais alors, nous avons maintenant au système limbique, au niveau du système limbique, des centres de récompense et des centres de punition. Donc, c'est ça. Le fait que dans certaines régions du système limbique, on a pratiquement des zones très très spécifiques qui ont pour objectif de pouvoir réguler, réguler des récompenses ou alors pouvoir gérer des actes qui sont associés à des expériences désagréables et donc des centres de punition. Je donne un exemple, c'est surtout au niveau de l'hypothalamus. L'hypothalamus joue un rôle très très important avec son centre de récompense qui est situé au niveau du noyau ventromédial et le centre de punition qui est pratiquement situé au niveau des noyaux postérieurs et latéraux de l'hypothalamus. Alors, si on stimule les centres de récompense, on aura un sentiment de satisfaction, tandis que si on stimule les centres de punition, on aura la peur, la fuite, ou alors les sentiments de défense, justement dû à la stimulation de ce centre de punition. Alors, il faut noter que le rôle des centres de récompense et de punition justifie justement la motivation des activités de la vie quotidienne, comme je vous l'avais déjà dit en vous donnant l'exemple d'un enfant qu'on punit ou qu'on gratifie. Alors, certains comportements orientés vers des objectifs visent à satisfaire des besoins physiques spécifiques qui sont identifiables. Donc, certains comportements orientés vers des objectifs précis visent à satisfaire des besoins physiques spécifiques identifiables. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, les pulsions homéostatiques peuvent conduire à un comportement tout à fait particulier. Je donne un exemple. Si par exemple quelqu'un a soif, ça c'est une pulsion homéostatique. Ça peut faire en sorte que l'individu puisse avoir envie de pouvoir boire de l'eau. Hein. L'effet de pouvoir avoir envie de pouvoir boire de l'eau, ça c'est un comportement un comportement spécifique qui résulte d'une pulsion homéostatique qui est pratiquement subjective. Hein. Ça c'est très très important à pouvoir connaître. Et ça se constate le plus souvent. Donc, vous allez voir que l'individu aura pratiquement envie de boire, mais peu importe la boisson,
il veut seulement boire, que ce soit l'eau, que ce soit la bière, que ce soit par exemple une boisson sucrée. Lui, il veut boire tout simplement parce qu'il a soif et la soif, c'est une pulsion homéostatique pratiquement subjective. Et donc la soif là en question est due à un déficit en eau au niveau corporel et pour pouvoir maintenir l'homéostasie, l'individu a besoin de boire. Deuxièmement, vous pouvez avoir des pulsions qui sont motivées par l'expérience, à part l'expérience, l'apprentissage ou alors l'habitude. Je donne un exemple. Vous pouvez avoir un individu carrément qui décide de pouvoir abandonner son boulot. Ou alors quelqu'un qui dit, je ne ferai jamais ce job, j'abandonne, c'est fini avec ce job. Justement parce que ce comportement-là de vouloir abandonner le job en question, c'est justement parce que il a, par exemple, expérimenté des circonstances pas vraiment cool lorsqu'il était en train d'exécuter un job tout à fait particulier et c'est la raison pour laquelle il veut pratiquement abandonner. Hein. Vous allez voir des étudiants qui finissent les études, qui ont leur diplôme, par exemple, de médecine, mais qui se disent, en tout cas, moi, c'est fini avec les études, c'est fini en tout cas justement. Tandis qu'il y a d'autres qui veulent continuer avec les études. Alors, les individus qui veulent finir automatiquement, immédiatement avec les études, c'est justement parce qu'ils ont eu à vivre des expériences pratiquement désagréables dans leurs études qu'ils décident pratiquement de ne jamais continuer à étudier une fois après avoir fini les études. Donc, vous constatez que par l'expérience, l'apprentissage et l'habitude, nous pouvons assister à des situations où il y a un renforcement. Il y a un renforcement des centres de récompense avec inhibition du centre de punition ou renforcement du centre de punition avec une inhibition du centre de récompense. Par exemple, si vous êtes toujours stressé, hein, si vous êtes toujours stressé dans votre vie professionnelle, vous êtes en train de pouvoir renforcer votre centre de punition, ce qui fera en sorte que à un moment donné, vous allez décider de pouvoir arrêter finalement avec votre travail. Hein. Vous décidez d'arrêter finalement avec votre travail justement à cause du renforcement de votre centre de punition durant toute votre vie professionnelle et donc renforcement de ces noyaux hypothalamiques postérieurs et latéraux. Hein. C'est ce qui fait en sorte que certains individus peuvent prendre des décisions qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais au fait, tout est régulé au sein du système nerveux central, au sein de l'hypothalamus, au sein du système limbique. C'est le système qui s'occupe du comportement des individus. Vous allez voir, par exemple, à chaque fois que vous êtes en train d'exécuter un travail gratifiant, si par exemple, vous n'avez rien au début de votre boulot, mais plus vous travaillez le boulot, vous arrivez à vous payer une maison, vous arrivez à vous payer une voiture. Tous ces événements font en sorte que votre centre de récompense puisse pratiquement être renforcé et par là même, vous allez aimer plus le boulot et continuer à le faire. Donc, c'est en quelque sorte ce dont je voulais vous dire par rapport à ce chapitre. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la présentation. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo et d'activer des notifications pour ne rien rater de mes publications. Retrouvez-moi dans les commentaires. Alors, je vous souhaite une excellente journée chez vous.